Château hanté, une nouvelle fantastique de Maurice Renard. Un jour, c'était avant la guerre, on m'apprit que le duc de Castièvre venait d'acheter le fameux château de Sirvoise. Et quelques semaines après, par une lettre scellée à ses armoiries, Monsieur de Castièvre me conviait à le rejoindre dans sa nouvelle résidence. Ma femme s'est mis en tête que je me porte mal, écrivait le duc, et que vos soins me sont nécessaires. Il me semble pourtant que ma santé ne laisse rien à désirer, mais vous me voyez trop heureux de pouvoir satisfaire, avec le désir de la duchesse, la grande envie que j'ai de vous recevoir ici. Venez. Mon amitié pour lui et la connaissance que j'avais acquise de son tempérament nerveux, pour ne pas dire plus, me firent un devoir de répondre à son appel. Je décidai de lui consacrer mes vacances. Le château m'apparut au soleil, historique et grandiose, comme l'une des plus merveilleuses créatures de pierre que la Renaissance ait enfantées. On peut croire là-dessus les tableaux, les gravures et les cartes postales. Sirvoise est bien ce miracle d'architecture qui, dominant la Loire sablonneuse, édifie sa blanche apothéose sur un fond de collines douces, crespelées de forêts. Monsieur de Castièvre m'attendait au perron. Bien que mon arrivée le ragaillardît manifestement, je fus frappé de son aspect sinistre. Il s'obstina toutefois en ricanant. « C'est la duchesse qui a réclamé votre concours. Je ne vais pas mal du tout. Allons, comme toujours, comme toujours. » La jolie madame de Castièvre me regardait avec des yeux remplis d'inquiétude. Elle voulut m'accompagner elle-même à la chambre qui m'était destinée. C'était pour m'instruire de l'état de son mari. Quand ils s'étaient installés, elle et lui, à Sirvoise, le duc avait d'abord montré beaucoup de belle humeur. Tout le ravissait dans son acquisition. Il s'employait avec feu à l'entretien du château, à sa restauration, à l'étude de son histoire. Mais lentement, la vieille ennemie funèbre, l'affreuse hypocondrie dont je croyais l'avoir délivrée, avait remis la griffe sur sa victime. La duchesse ne démêlait pas la cause de cette rechute, parmi les innombrables soucis dont tout homme est importuné, qu'il soit duc ou gagne-petit. De ces 1000 contrariétés, quelle était celle que la névrose avait grossie et déformée pour s'en nourrir? Mystère. En ceci, monsieur de Castièvre éludait toutes les questions, rebutait toutes les sollicitudes. On comptait sur moi, son confesseur laïque, pour tirer de lui l'aveu de sa chimère et la peinture de son obsession. Je promis de me mettre à l'œuvre sur le champ. 1 heure avant de dîner, monsieur de Castièvre et moi, tous deux sous le smoking, nous nous trouvâmes tête à tête dans un salon du meilleur XVIe siècle. J'en profitai pour faire parler mon malade. Au bout d'un certain temps, après avoir multiplié les « mais non, je n'ai rien qui m'ennuie, je vous le jure », le duc finit par reconnaître que, tout de même, peut-être, mais si peu. « Oui, vous m'y faites penser, une chose me taquine, tenez, c'est vrai. » « Laquelle ? » ?»« Ceci entre nous, n'est-ce pas ? Vous savez, reprit-il en fronçant les sourcils, que je suis propriétaire de Sirvoise depuis quelques mois seulement. Vous savez aussi, comme tout le monde, que je le convoitais depuis des années. Eh bien, cette longue et légendaire convoitise, c'est elle qui est à l'origine de mes ennuis présents. Mon cher, il faut vous dire, j'ai eu Sirvoise pour un morceau de pain.
Allons donc. Un morceau de pain, vous dis-je, parce que Sirvoise passe pour être hanté. Le duc souriait d'une manière ambiguë. Il poursuivit, sans répondre à mon interrogation muette. Alors voilà maintenant que tout le pays proteste. On dit dans les environs que c'est moi qui ai semé cette fable, monté ce coup, commis cette fraude, enfin, pour déprécier le château et l'avoir à bon compte. Voyons, il s'agit là d'une plaisanterie de clubman, tout au plus d'un ragot de cercle médisant, qu'on répète sans y ajouter foi. Non, non, je vous assure, il y a des gens pour m'accuser sous le manteau. Premièrement, ceux que j'ai frustrés dans leur espoir d'acheter le domaine à plus bas prix encore, et qui riraient bien si je le revendais. C'est ainsi. Pourtant, Dieu sait si j'ai rien dit, rien fait qui pût accréditer cette histoire de revenant. Un soupçon me vint à regarder briller les prunelles de mon interlocuteur. Hanté ? M'écriai-je, feignant d'être au comble de l'intérêt. Voilà qui me passionne, je raffole des esprits. Moi, comment ? Sirvoise serait hantée ? De quelle façon ? Mais de sa main levée, qui était longue et blême, le duc m'imposa silence et dit sévèrement : « Oh, mon ami, trêve de finasserie, voulez-vous ? Ne me cuisinez pas davantage, et faites-moi la grâce de croire que le fantôme de Sirvoise ne m'empêche pas de dormir. Je ne suis pas fou, sachez cela. Je ne passe pas mes nuits à écouter s'il rôde le long des couloirs, depuis les 12 coups jusqu'au chant du coq. Je vous ai dit la vérité. Mon seul ennui provient de ces médisances, fort peu de choses en somme. Et que oui, que j'ai sans doute un peu enflé. Monsieur de Castièvre, ayant prononcé singulièrement une phrase singulière, je crus devoir continuer un instant sur le même sujet. Loin de moi la pensée de vous cuisiner, mon cher duc. C'est ainsi qu'il aimait que je l'appelasse, en dépit des usages. Mais je vous atteste que les maisons dites hantées ont toujours exercé sur moi l'attrait le plus puissant. Je vous en prie, comment se comporte-t-il, votre spectre ? Le duc haussa les épaules et fut évasif. Bah, le cliché traditionnel. Des pas lourds, dans la nuit, accompagnés d'un cliquetis de ferraille, par les corridors et les escaliers. Qu'une telle sottise ait pu décrier le château, c'est inconcevable. Vous verrez demain, quelle merveille. Cependant, je suivais mon idée de médecin. Voyager vous déplairait ? Oui, morbleu. J'aime trop mon beau Sirvoise. Alors suivez le traitement qui vous a si bien réussi naguère, le sport, les fêtes, le monde. Une grimace de dégoût précéda la réponse. Oh, je suis si voluptueusement bien heureux dans la solitude. Je me plais à revivre ici le passé royal du château, qu'on évoque sans difficulté. Quoi ? La solitude à Sirvoise ? Vous n'y recevez personne ? Personne. Détestable hygiène mentale. Et puis, franchement, s'il court de faux bruits sur votre munificence, ce n'est pas le moyen de les étouffer. D'autre part, on dira que vous avez peur et que vous n'osez plus vous montrer depuis la bonne affaire. Mes arguments avaient-ils porté ? C'est vrai, murmura le duc, puis, se reprenant. Au reste, quand je dis personne, je me trompe. Nous avons ici la sœur de ma femme, vous savez, Madame de Soucy. Et chaque soir, son fiancé vient de Tours, dîner avec nous. Un joyeux drille, celui-là. Madame de Soucy va se remarier ? Demandai-je surpris. Tiens, quel prodige ! Une veuve de 23 ans,
Oui, docteur, ma belle-sœur Diane épouse le comte de Rocroi, lieutenant de cuirassiers, en garnison à Tours. Vous allez le connaître dans un moment. Eh bien, m'écriai-je, la présence de ces accordés ne vous semble-t-elle pas motiver quelque divertissement? C'est le cas ou jamais de réunir à Sirvoise tous les châtelains du voisinage. Et il doit y en avoir. Il y en a beaucoup et la plupart sont de mes relations. Mais allons donc, qu'attendez-vous alors? Chaque jour devrait apporter son rallye, son bal, sa fête. Ici, ici, répétait le duc d'un ton scandalisé. Une fête dans cette vieille demeure. Déranger les souvenirs. Il avait l'air d'un somnambule qui se parle à soi-même et qui a peur de sa propre pensée. Je sentis que ce n'était pas l'heure d'insister, d'autant que sur ces entrefaites, la cloche du dîner sonna. Nous passâmes dans une autre salle de compagnie, où la duchesse de Castièvre et la baronne de Soucy causaient avec le comte de Rocroi. Je vois encore le groupe d'élégance et de beauté que formaient ces deux charmantes femmes, en grande toilette de soirée, éblouissante de décolletage et de bijoux, auprès de ce gentilhomme inoubliable, qui était presque un géant. Découplé en force et en finesse, il portait à ravir le frac noir qui moulait son corps d'athlète, sa taille mince et sa large poitrine. Je n'ai jamais rencontré plus beau spécimen d'humanité. Visage plus sympathique, front plus intelligent, bouche plus rieuse. Le comte de Rocroi, le docteur B. Une porte s'ouvrit à deux battants. Madame la duchesse est servie. Au luxe des toilettes, à l'éclat du couvert et au jonché de roses qui fleurissaient la table, je vis que madame de Castièvre se rappelait mes anciennes prescriptions et qu'elle entourait le duc de toutes les joies qu'elle pouvait lui procurer. Ce repas fut d'ailleurs comme un triomphe de l'allégresse. L'entrain de monsieur de Rocroi avait quelque chose de formidable. On me dit qu'il était renommé dans toute la cavalerie française, autant pour ses exploits de bon vivant que pour ses prouesses sportives. Son esprit nous en donnait par contagion. Madame de Castièvre s'efforçait de lui tenir tête. Madame de Soucy, toute grisée de bonheur, rivalisait de malice avec son prétendu. Bref, à plusieurs reprises, on fit sourire le duc de Castièvre, si bien qu'au dessert, l'œil rajeuni et la joue vivante, il nous parut semblable à nous-mêmes. Je m'en réjouis grandement. Une réunion de famille, l'ayant déridé, je ne doutais pas qu'une suite de distractions intenses ne dût le guérir tout à fait. Et puisque mon hôte refusait de quitter Sirvoise, je me promis que Sirvoise deviendrait coûte que coûte un lieu de plaisir. Aussi, dès le lendemain, je revenais à la charge auprès de mon neurasthénique, appuyant cette fois sur la cruauté qu'il y avait à condamner au cloître la jeunesse de sa femme et de sa belle-sœur. Mais le duc résista comme la veille, avec un peu d'irritation. « Je ne veux pas profaner Sirvoise, dit-il. Et vous serez de mon avis quand vous l'aurez parcouru. Venez, que je vous en fasse les honneurs. » Là-dessus, il m'entraîna de pièce en pièce. Mon guide était curieusement renseigné sur l'histoire du château. Il en retraçait les fastes, chemin faisant, et les chambres succédaient aux galeries, comme les anecdotes aux commentaires. C'est ainsi que je fis connaissance avec les défunts possesseurs de Sirvoise, et surtout, comme de juste, avec le roi François Ier, qui avait mené là, durant plusieurs années, sa vie d'amour et de joyeuseté.
Monsieur de Castièvre, féru de ce Valois, excellait à le dépeindre. Il déployait du reste en tout ceci l'habileté d'un metteur en scène accompli, graduant ses effets, ordonnant sa visite et sa conférence, suivant une progression pathétique, et me réservant le bouquet pour la fin. Le bouquet. Je m'explique. Le duc me tenait depuis quelques minutes dans un cabinet obscur et bas de plafond, où sa parole chaude évoquait le spectacle d'un tournoi sous les murs de Cervoise. Il en avait décrit les phases et commençait à discourir sur l'équipement bizarre et somptueux des champions. Lorsque soudain, poussant une porte, il m'introduisit dans une salle immense, claire et fantastique. Son élévation, sa voûte ogivale rappelait la nef d'une église. Des poutres aériennes la traversaient dans sa largeur, au niveau de la corniche. D'un côté, de hautes fenêtres, en enfilade, laissaient voir entre leurs meneaux la Touraine, jardin de France. De l'autre, on avait suspendu d'inestimables tapisseries. Mais ce qui prêtait à la salle des gardes un caractère fabuleux, c'était une troupe d'armures qui s'alignait, debout sur 4 rangs, celle-ci contre les murailles, celle-là dos à dos au milieu de la nef. Tandis que tout au bout, la lance haute et montée sur un palefroid bardé de fer, un chevalier gigantesque semblait les commander. Je ne pus retenir un cri d'admiration, mais déjà le duc me faisait passer la revue de ses guerriers. Nous allions de l'un à l'autre, au gré de son caprice, et je ressentais devant eux l'impression macabre que donne toujours un tel musée. Au milieu d'armures, on croirait volontiers que les hommes de cet âge furent des sortes de crustacés, et que ce sont là leurs carapaces vidées, que l'on conserve. Il y a dans l'armure un je ne sais quoi de cadavérique et de momifié. La collection de Monsieur de Castièvre, comme les Invalides et l'Armeria Real, tenait donc à la fois du muséum et de l'ossuaire. Et je ne pouvais chasser l'idée qu'en la visitant, je visitais les restes d'ancêtres baroques, les squelettes extérieurs d'une race humaine disparue. Le duc, lui, ne semblait soucieux que d'étaler une science de l'armurerie que je ne lui soupçonnais pas. Il accablait mon ignorance de nomenclature et de termes techniques. Il détaillait les harnois pièce à pièce. Il m'enseignait le rôle des cubitières, l'emploi du folcre, et parfois citait le nom des capitaines qui avaient revêtu ces formes et animé ces inerties. Quelques-uns étaient illustres. « Bonivet, Bayard », annonçait le duc. « Le connétable de Bourbon. Toutes ces armures datent du règne de François Ier. » Et dit-il avec orgueil, « Voici le roi lui-même. » « Quel gaillard !» m'écriai-je. Le roi, c'était le cavalier du fond. C'était chevauchant la statue peinte d'un percheron cuirassé, de son aubergerie, une armure italienne, noire et damasquinée d'or. Cela faisait un grand diable d'Hercule, aux attaches fines, droit en selle, et qui semblait rire silencieusement par l'unique fente de son casque, surmontée d'une fleur de lys. Armure qu'il portait à la bataille de Pavie, prétendit Monsieur de Castièvre. Alors, se retournant et montrant d'un seul geste la merveilleuse salle où rien ne rappelait les temps modernes, « Comment voulez-vous que je supporte ici des anglomanes en tenue de golf ou de tennis? Comment voulez-vous que j'y donne des 5 o'clock et des routs? Comment voulez-vous que des snobs aux cheveux collés viennent là, glisser leur Boston et pratiquer leur tango avec des belles madames, habillées rue de la Paix?
C'est à cet instant qu'un trait de lumière me fit découvrir la solution que cherchais sans trêve dans les ténèbres de mon esprit. Eh bien, mais qu'à cela ne tienne, mon duc, pour un soir peuplé sirvoise de gens d'autrefois, organisez un bal costumé et que vos invités soient tous à la mode, du temps que vous désignerez. Oh, ça c'est une bonne idée, par exemple. Et je songeai. Ce n'est qu'une fête, une seule, mais je gage que les préparatifs de cette fête-là vont absorber mon amateur de vieilleries pendant au moins 3 semaines. L'excellente idée, répétait le duc. Il faut la soumettre à ma femme, et tout de suite. Naturellement, les 2 sœurs furent ravies d'une proposition si intéressante. Et quand M. de Rocroi nous arriva de Tours, à l'heure du dîner, je crus qu'il m'embrasserait, tant ce jeune boute-en-train exulta. C'est vous qui mènerez le bal, Maurice, lui dit M. de Castièvre, à la guise de nos pères, et vous savez, rien que d'anciennes danses. Pavane, passe-pied, chaconne, sarabande. Tous devront les savoir, sous peine de faire tapisserie. Je vous en charge. Comptez sur moi. Je me charge du reste, ajouta le duc, d'un air de compétence et de satisfaction qui l'outra pour nous amuser. Madame de Castièvre fut si heureuse de ce pauvre trait qu'elle feignit d'en rire jusqu'aux larmes, voulant cacher ainsi qu'elle pleurait tout de bon. J'avais calculé juste 3 semaines durant. Sirvoise fut le centre d'une effervescence mondaine qui s'étendait à 20 lieues à la ronde. Mes hôtes firent à Paris de nombreuses fugues, tant chez le costumier et les couturières que dans les bibliothèques et les conservatoires. Des estampes et de vieux bouquins précieux couvraient les meubles du château. Monsieur de Castièvre déployait une activité fébrile, prévoyant tout, préparant tout, depuis l'orchestre qu'il voulait rigoureusement archaïque jusqu'aux torches dont il entendait que la salle des gardes fût éclairée. À tout moment, quelqu'un disait « Je vais à Tours !» Une automobile partait, une autre rentrait, chargée de paquets. D'autres amenaient des voisins en quête de renseignements ou qui venaient répéter quelques branles vieillots. Ainsi, peu à peu s'organisait la splendide reconstitution que j'avais inspirée. J'en étais fier, confus, et, l'avouerai-je, ennuyé aussi, car il fallait bien me déguiser comme tout le monde, et je n'aime guère cela. Je priai le duc de me composer une mise simple, obscure, telle que mes confrères du XVIe siècle l'eussent approuvée. J'étais sans doute seul à faire fi de mon déguisement. Chacun préméditait le sien dans le plus grand mystère. Nul ne voulait trahir le secret de son futur personnage, et l'on s'intriguait à plaisir. Il n'y eut que M. de Rocroi dont nous sûmes d'avance l'avatar. Sa haute taille, sa carrure et sa sveltesse jointe à ses fonctions de maître de bal le firent désigner par acclamation pour remplir le rôle de François Ier. On lui représenta qu'il ferait un superbe monarque, avec une fausse barbe, la cuisse dégagée par un maillot collant, le jarret tendu. Il acquiesça sans cérémonie, et ce fut avec une expression indéfinissable, rêveuse et somme toute assez fat, qu'il reçut des mains de sa fiancée une gravure d'après le portrait du roi par Titien, où l'on voit un homme au profil railleur, coiffé d'un rond de feutre à bordure de cygne et noblement vêtu de soie et de fourrure. Je mis à profit l'abandon relatif, où l'on me laissait pour faire quelques visites à des châtelains de ma connaissance. Ils m'apprirent qu'en effet, on avait tant soit peu claboté sur l'achat de Sirvoise par M. de Castièvre. La jalousie s'était donné carrière à ce sujet. Cependant, ajoutaient la plupart,
Ne fallait-il pas se féliciter de ce que Sirvoise appartint à ce bon Français, quand des étrangers et des spéculateurs épiaient l'instant de se l'adjuger, quand Lord Fairborough avait déjà publié qu'il en serait propriétaire à Noël. Pour l'histoire du revenant, elle était vague et banale. On en plaisantait sans la prouver, comme d'une piètre mystification que de rares grincheux attribuaient encore au duc. Je fus content de savoir que la tristesse de M. de Castièvre avait sa source dans la réalité, du moins en partie. Cela me confirma dans la pensée qu'il se rétablirait aisément, car les maux imaginaires sont les pires. Cependant, je veillai à son régime. Cela consistait à lui éviter tout excès de fatigue et toute émotion. Dans ce but, je poussai M. de Rocroi à le seconder de son mieux, ce qu'il fit autant que les exigences de son service le lui permirent. Et je bénis le sort d'avoir fait coïncider les apprêts de la fête avec une période de repos militaire, car la brigade ayant manœuvré par exception 2 jours d'affilée, M. de Castièvre s'énerva tellement à faire dresser l'échafaud des musiciens que je dus mettre le holà. Enfin, voici que tomba sur un long jour d'été, la nuit, la glorieuse nuit du bal rétrospectif. J'endossai mon accoutrement. Il était à ma convenance, taillé dans un droguet de soutane, avec un rabat de lingerie et un bonnet carré. Cela mis, je ne sais auquel je ressemblais le plus, d'Érasme ou de Rabelais, d'Amyot ou de Montaigne. Je fus le premier dans la salle des gardes. Il n'y avait pour me recevoir, au seuil de la grande porte, que des serviteurs costumés en reîtres et fort égayés de la mascarade. 4 mercenaires suisses, armés de pertuisanes, se tenaient sur les marches qui descendaient du vestibule dans la salle. De ce point, on dominait le spacieux vaisseau comme une vision du passé. Les torches y répandaient un crépuscule rougeâtre qui laissait les voûtes dans l'obscurité. L'échafaud des ménétriers se remplissait de pourpoints multicolores. On avait rangé les armures côte à côte le long des murs, à l'exception de celle du roi. Spectatrices séculaires, elles attendaient les événements, comme des meubles et comme des fantômes. J'allais m'avancer quand la porte basse du cabinet livra passage à une apparition d'un caractère si frappant que je murmurai « Charles Quint !» avant de songer « Monsieur de Castièvre !» Par quelle secrète intuition le duc avait-il choisi le sévère appareil de l'empereur? Savait-il combien sa prestance s'accommodait du sombre velours espagnol? Comprenait-il dans toute son étendue l'affreux honneur de ressembler pareillement au prince maniaque? Il venait à moi souverain, dans l'étalage roide et fastueux de ses godets, la jambe fuselée, les manches vastes, une plume à la toque, sa main cireuse au pommeau d'une épée. « Regardez !» fit-il en esquissant un geste indicateur. Et m'étant retourné, je vis 2 princesses de comte qui descendaient les degrés, tenant une place énorme avec leur immense collerette, leurs gigots bouffants et les vertugades qui soufflaient leurs jupes ballonnées. La duchesse d'Étampes et Marguerite de Navarre. C'étaient mesdames de Soucy et de Castièvre. Je n'eus pas le temps de les complimenter. Une belle ferronnière encombrante et une sorte de Maximilien d'Autriche se présentaient au haut de l'escalier, la main de l'une au poing de l'autre. On arrivait, je me retirai à l'écart et j'admirais la pompe du défilé théâtral où la coquetterie des seigneurs allait de pair avec celle des dames, où les Dona-Sol, mêlés aux Clémence Isaure, suivaient les Hermanie et les Gaston de Foix. Je comptai 3 doges, un lot de Charles Quint approximatif et jusqu'à 12 triboulets, dont l'un, sonnant du corps, menait en laisse
un couple de lévriers, les costumes rutilés. Beaucoup d'invités n'avaient eu qu'à les faire copier sur des portraits d'aïeux. Ils étalaient leurs atours avec une aisance admirable, et marchaient et tournaient et paradaient si galamment au rythme des viols, des rébecques et des luttes nasillards, que je croyais rêver tout cela. Une entrée à sensation fut celle d'Henri VIII, le roi Barbe-Bleue, accompagné de ses 6 épouses. On se divertit en reconnaissant un gros capitaine de cuirassiers et les femmes de sa famille. Mais il se dit chargé d'une contrariante nouvelle. Monsieur de Rocroi, qui était de semaine à son escadron, n'avait pu se faire remplacer. Or, un accident venait de se produire au quartier, si bien qu'il ne pourrait arriver qu'un peu plus tard. Dans un billet adressé à son camarade, il priait qu'on l'excusât et suppliait qu'on ne l'attendît point. À cette annonce, Madame de Soucy fut dans la désolation, et Monsieur de Castièvre se rembrunit. C'était à lui de conduire les danses maintenant. « Je me suis mal préparé, » dit-il. Puis, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il lança pourtant cet ordre courtois et suranné. « En place, messire, pour ce qu'il faut baller !» Sur de vieux airs charmants, on dansa pour lors quelques pas, tout plein de grâce et solennel. Après quoi, minuit sonnant et le duc étant au bout de son savoir chorégraphique, il résolut d'attendre Monsieur de Rocroi et se mit, pour faire passer le temps, à nous raconter 1001 drôleries, avec une verve étourdissante, à propos des armures et de feu de leurs propriétaires. Il dit les amours de l'amiral Bonnivet, les frasques de la Trémoille, le roman de Bayard à Brescia. Et soudain, emporté par je ne sais quel démon de bouffonnerie, Charles Quint se planta devant le roi de France équestre et commença de l'interpeller en un vieux français de fantaisie. Son monologue scintillant d'esprit, chargé d'érudition, récoltait le succès d'un intermède longuement préparé. Cependant, je savais qu'il était impromptu, et j'observais dans l'inquiétude cette excitation maladive qui n'avait d'autre provenance que la crainte de voir l'ennui naître de l'oisiveté. Je n'essayais même pas d'y remédier. Les applaudissements stimulaient la fougue de l'improvisateur. Et prenant des attitudes, il disait à l'armure de François Ier. « Ô gentil roi, mon bon cousin, toi, qu'en cette heure, j'ai moult regrets d'avoir tenu captif. Las, que n'es-tu séant, de chair et d'os, qui tant à mes carouses effrairies, comme tu t'espaudirais gentiment et danse, et autres simagrées. Ô Gargantua, que le rire de ta majesté sonnerait clair. » Le duc de Castièvre se tut brusquement. Autour de lui, l'assistance recula d'instinct, violente, tumultueuse. Une chose extraordinaire s'accomplissait. On avait vu soudain l'armure, apostrophée, brandir sa lance, et il levant les 2 bras, éclater d'un rire muet. La fente du casque lui prêtait une manière de physionomie goguenarde. Le menaçant bonhomme s'agitait par soubresauts, et son hilarité taciturne secouait un terrible cliquetis de ferraille. Pesamment, tel un commandeur vivifié, non pour un festin de pierre, mais pour un bal d'acier, il mit pied à terre. Monsieur de Castièvre était blanc comme un suaire. Sa figure effraya quelques femmes, et c'est pourquoi l'évidence d'une farce ne prévalut pas sur le champ. Malgré tout, ce furent de petits cris de feinte terreur, des rires étouffés et des bravos. Ce fut cette rumeur de contentement, bientôt devenue l'ovation la plus flatteuse, qui répondit au salut silencieux de l'inconnu. Une voix rieuse jeta « Eviradnus !»« Que nous sommes sots !» cria Madame de Soucy. « C'est Monsieur de Rocroi, voyons. »
Naturellement, parbleu. Il avait bien promis d'être en François Ier, mais rien de plus. Charles Quint s'approcha d'Henri VIII. J'entendis le gros capitaine de cuirassiers répondre au duc. « Oh, il en est bien capable, l'enragé. C'est un fameux loustic. Allez, il m'a fourré dedans avec sa balançoire de semaine et d'accident. Quel type! A-t-il de la branche? Regardez-moi ça. » Madame de Soucy, pendue amoureusement au bras de son fiancé, était entrée dans son jeu, l'appelant sire, et lui présentant dame et damerey. Il passait. Ah, la belle petite duchesse d'Étampes, flexible, mignonne, toute de douceur, de dentelle et de soierie, contre ce géant rigide, dur et froid. Ah, comme elle était fière de son grand cavalier, qui saluait si bellement, de part et d'autre, sans souci de la flamberge, qui lui battait le cuissard. Les danses recommencèrent. Monsieur de Rocroi s'y livra d'un pied léger, nonobstant le poids de sa vêture. Il tenait son rôle en conscience et s'obstinait à ne rien dire, pour essayer de prolonger un mystère que tous maintenant avaient percé. Il se taisait, mais on apercevait de loin, par-dessus les têtes, son casque fleur-de-lysée. Et toujours embrassé de Madame de Soucy, comme l'Atlante d'airain qu'enlace un chèvrefeuille, le danseur titanesque menait le bal. Moi, je ne lâchais pas Monsieur de Castièvre, et pour cause, une frayeur sans nom persistait à lui verdir la face. Ses yeux hagards s'étaient pochés et cernés d'une meurtrissure rosâtre. Il m'effrayait. « Diane se tient mal !» me dit-il d'un air égaré. Par le fait, la duchesse d'Étampes manquait de tenue. Le roi, son bel ami, se comportait avec elle un peu trop selon le bon plaisir. Monsieur de Rocroi suivait de tout près le récit des vieux chroniqueurs. Il s'efforçait d'être François Ier, jusqu'en ses libertés d'allure. Et vraiment, il aurait pu épargner à Madame de Soucy certaines poses fort exquises, mais tendres à l'excès. La jeune femme, subjuguée, se laissait aller à sa fantaisie. Madame de Castièvre tenta de la rappeler au sentiment des convenances. Pour toute réponse, le couple resserra son étreinte. La duchesse revint à nous. « Je vous en prie, dit-elle à son mari, parlez à Maurice. Faites-le cesser. Je ne sais quelle mouche le pique. Eh bien, qu'avez-vous? Qu'y a-t-il » Le duc venait de lui saisir le poignet d'une main, tandis que l'autre se crispait à mon juste au corps. Je le regardai tout à coup. Oh, sa ressemblance alors! Sa ressemblance avec le fils de Jeanne la Folle. Sa bouche tordue, ses yeux d'halluciné, ce regard de terreur fixé sur la grande porte. Qu'est-ce donc qui le fascinait par là? Tonnerre du ciel! Quelqu'un se tenait immobile, bien en vue, arrêté sur la première marche, dans le chatoiement d'une casaque rose à crever blanc. Quelqu'un qui était comme le tableau de Titien descendu de son cadre. Quelqu'un qui était François Ier en costume de cour. Quelqu'un qui était, à n'en pas douter, Monsieur de Rocroi. Monsieur de Rocroi? Il y en avait deux? Mais non, l'autre était faux. Le masque de fer, le chevaucheur du destrier de plâtre, celui-là ne s'appelait pas le comte de Rocroi. Comment s'appelait-il alors? Monsieur de Castièvre observait le double roi, de fer ici, là de satin. Je voyais sa raison vaciller au fond de ses prunelles. « Un plaisant !» lui soufflai-je. « C'est un plaisant qui est dans l'armure. »« Un plaisant? Mais qui? Personne n'est assez grand que je sache. Mon Dieu, docteur, entendez-vous cette marche écrasante et ce cliquetis qu'il fait à chaque pas?
Et cette Diane qui ne sait pas, qui ne comprend rien !» Un appel de Monsieur de Rocroi domina le chant des musiques et le brouhaha de l'assemblée dansante. « Diane !» On le reconnut. La stupéfaction se traduisit par un silence immédiat, un silence de crypte sur le bal. L'homme de guerre était redevenu mystérieux. Tenant par la taille Madame de Soucy, dont la joue en feu se rafraîchissait contre sa cuirasse, et baissant vers elle son casque impénétrable, le paladin resta seul avec sa compagne, au milieu d'un cercle. On s'écartait de lui. On s'écartait aussi des autres armures, ne sachant plus si elles étaient des enveloppes vacantes ou des êtres clandestins et malfaisants qui allaient bouger. « Diane !» appela le comte pour la 2e fois. Madame de Soucy tourna la tête de son côté. Elle eut un frisson, un spasme, une espèce de râle, et voulut échapper à son mystificateur. Celui-ci la retint brutalement. Elle se débattit, mais d'un seul bras, il la serrait comme dans un étau. Nous entendîmes la pauvre enfant gémir et suffoquer. « Lâchez-la !» hurlait Monsieur de Rocroi. « Et découvrez-vous !» Un éclair blanc, l'inconnu avait tiré sa grande épée, d'un geste assurément très martial et familier. Puis, soulevant Madame de Soucy pantelante, nous le vîmes rétrograder vers le mur aux tapisseries, en faisant de terribles moulinets. Alors Monsieur de Rocroi se jette en avant. Un lance-quenet, creux, lui a fourni sa hallebarde. Il charge. Alors tous arrachent des armes aux panoplies humaines, pillent l'arsenal et se ruent à l'attaque de l'intrus. Les torches répandent une fumeuse lueur d'incendie. L'air chaud sent la résine, la poix et la bergamote. Dans un brouillard rouge, la mêlée bigarrée grouille et piétine, hérissée de lames et de pointes. Peu de clameurs, des conseils, des commandements pressés, un froissement de corps et l'entrechoc des salles d'escrime. Parfois un juron, la plainte d'un blessé. Le son des masses d'armes qui cognent une chose invisible et retentissante. Du sang par terre, mais toujours le casque fleur-de-lysée qui se dresse là-bas, sur la tapisserie, et la grande épée royale qui tournoie. Au large, des femmes allaient de ci, de là, mordant leurs mouchoirs, fiévreuses, pâles, guettées par la crise de nerfs. Les domestiques, gouailleurs, comptaient les coups. Et dans une encoignure, 2 noirs compagnons étaient le duc et moi. Je n'avais pas eu besoin de le retenir. Je le rassurais tant bien que mal. Voyant s'éterniser la bataille, il tremblait de plus belle et balbutiait des mots sans suite. « Minuit, le pas sourd dans les corridors. Le bruit de ferraille, le roi, pour Dieu, qu'on en finisse, que le jour se lève. » « Du calme, lui disais-je. On va savoir qui est ce trouble-fête. » Mais lui, le visage tout à coup rasséréné, et donnant à sa phrase une importance navrante. « Savez-vous imiter le chant du coq ?» me demanda-t-il, et de courir à droite et à gauche, posant à chacun la même question tragique. « Savez-vous imiter le chant du coq ?» Je le poursuivais de mes supplications, lorsque j'entendis la voix de la duchesse. « Docteur, docteur ! Vite, ma sœur !» On emportait un corps inanimé, dans des rubans et des étoffes d'or. Force me fut d'abandonner Monsieur de Castièvre et de quitter la salle. Madame de Soucy, dégrafée, revenait lentement à la vie, étendue sur un lit à colonnes torses et entourée de figures d'un autre âge, livide encore, avec une sombreur qui faisait comme une estompe de moustache au-dessus de ses lèvres violettes. Elle gisait parmi les falbalas, chiffonnée
et les dentelles arrachées. Sa sœur lui maintenait un flacon sous les narines, et l'odeur de l'éther seule modernisait la scène. J'écoutais le vacarme étouffé de la bagarre interminable. Il cessa, et puis... Et puis le duc entra dans la chambre. Il était méconnaissable à force d'épouvante, et pareil à jamais au pauvre hère que l'on croise dans les préaux d'asile. Personne n'osait interroger le fou, mais M. de Rocroi survint, tout sanglant, un doigt coupé. Il s'assit et garda le silence. Instant farouche. « Qui était dans l'armure ?» haleta madame de Castièvre. « Terrible, terrible !» bredouillait le duc. Monsieur de Rocroi, dont je pensais la blessure douloureuse, perdit connaissance. « L'éther » demandai-je. « Étendons-le sur le tapis. » Cela ne m'empêchait pas de songer. Ils auront tué leur homme. Devant ce mort, le duc, probablement, s'est imaginé que l'armure n'avait jamais contenu qu'un cadavre. Un cadavre sinistrement galvanisé. Mais j'étais, moi aussi, fortement surexcité. J'imaginais un romancier, des fins de légendes fantastiques, telles qu'on en lit dans les contes les plus absurdes. Je faisais sortir de l'armure débouclée, soit un squelette, soit une momie affreuse. Je voyais s'en échapper quelques bêtes simiesques, ou une agglomération de rats immondes, un bloc de crapauds soudain désagrégés. Et certes, malgré l'horreur de ces cauchemars, mes cheveux se dressèrent sur ma tête, lorsque M. de Rocroi, battant des paupières, prononça dans un souffle ces mots terrifiants. Il n'y avait rien dans l'armure. La petite aube donnait sa clarté sous-marine. Dès que j'en eus fini avec M. de Rocroi et sa fiancée, il me fallut revenir au duc de Castièvre. Son état nécessitait un départ immédiat. Sirvoise l'avait assez torturé. Je l'emmenai le jour même, en Suisse. Au bout d'un mois, je l'y laissai sous la garde d'un confrère et de madame de Castièvre, sans espoir, hélas, de guérison. Le merveilleux est chose trop rarissime pour qu'on en détruise bénévolement l'illusion quand on a le bonheur de la posséder. C'est pourquoi j'ai maudit le damné bavard qui m'a demandé l'autre fois. Vous savez comment cela s'est passé ? Non ? Alors que je vous dise. C'est derrière la tapisserie qu'on a frappé l'inconnu, tout à fait comme Polonius dans Hamlet. Oui, on a cru le frapper derrière cette tapisserie, vers laquelle il s'était dirigé résolument à la première alerte. Et quand la tapisserie fut écartée, l'armure était affalée dans un coin. L'armure inoccupée, ou du moins une armure semblable à celle de François Ier. Depuis quand se trouvait-elle derrière la tapisserie ? Et qui l'avait apportée ? Quant à l'autre armure, celle qui avait dansé, celle qui s'était battue, écoutez, il y avait une porte fermée à cet endroit. On l'ouvrit après bien des efforts, au bout d'1 heure. Elle donnait sur un labyrinthe de passages et conduisait à de nombreuses issues. Il fallait moins d'1 heure, certes, pour s'échapper par là. Enfin, n'est-ce pas, le château de Sirvoise a été revendu presque aussitôt, un prix dérisoire. J'ai rencontré par hasard son nouveau propriétaire, Lord Fairborough. Un beau garçon, ma foi, haut de 6 pieds et quelques pouces, capitaine au Horse Guard. Il a grand air, mais on lui reproche d'être fantasque, aventureux et même cruel. Il avait parié d'acquérir le domaine à bon compte. Et c'est alors que naquit la légende du château hanté. Un voyage qu'il fit aux Indes permit à M. de Castièvre de lui damer le pion. Mais il ne se tint pas pour battu. On le croyait voguant sur son yacht. Il se pourrait plutôt que votre infortuné client l'ait hébergé à son insu et rencontré la nuit dans les couloirs de Sirvoise, jouant son rôle de chevalier spectre. J'ajouterai que les domestiques de M. de Castièvre
On quittait sa livrée pour celle de l'anglais, avec un ensemble trop parfait pour n'être pas concerté. Vous y êtes? J'y suis, grommelai-je, désolé. Un like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ça m'aide à continuer. Merci et à bientôt.